La cour, quand il a fait beau là, s'est transformée aussi en espace de travail parce que certains descendaient avec, leur ordinateur portable, s'installer dehors 2-3 heures et parce que ça les sortait aussi un peu de leur logement finalement. Ça n'existe pas vraiment, cette cloison vie professionnelle, vie perso, mais alors quand tout est dans le même espace, c'est encore pire, quoi. Ce que disait Christelle tout à l'heure, de voir son écran de veille ou son pop-up de mail reçu à 23h30, c'est juste catastrophique. Bonjour et bienvenue dans ce 5e épisode de Demain Matin. Aujourd'hui, je suis très heureux de recevoir deux architectes dont j'admire beaucoup le travail. Stéphanie Morio et Christelle Gautreau sont les fondatrices de Bond Society, une agence qui s'attache à nourrir son travail d'architecte dans une démarche de recherche et d'études sur des thèmes nouveaux. Le co-living les a fait connaître, vous en entendrez parler dans cette interview. Elles mènent actuellement une recherche intitulée Coup de vieux qui porte sur l'habitat des jeunes retraités. Elles viennent de lancer, il y a 24 heures à peine, une recherche intitulée Oh My Desk et qui s'intéresse à un sujet dont beaucoup ont pu faire l'expérience pendant ce confinement, le télétravail. N'hésitez pas à participer à leur enquête en cliquant sur le lien dans la description. Dans quels espaces vivrons-nous demain? Travaillerons-nous demain? Ce sont quelques-unes des questions que nous abordons ensemble dans ce 5e épisode. Bonjour Stéphanie Morio, Christelle Gautreau, comment allez-vous? Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Demain Matin. Vous êtes toutes les deux les cofondatrices d'une agence d'architectes qui s'appelle Bond Society, qui a pas mal fait parler d'elle ces dernières années en se positionnant sur des sujets de pointe et d'avant-garde. On va en reparler, notamment la question du co-living, qui est une forme de colocation réinventée. Vous nous direz tout à l'heure si c'est un peu le cas. Vous travaillez sur des projets qu'on connaît. Le projet de la Porte de Montreuil, vous faites partie du groupement lauréat de la grande consultation internationale qui avait été lancée sur ce site. Vous êtes actuellement en plein chantier sur une école à Drancy qui a pour caractéristique d'être en bois, qui est un sujet qui nous parle beaucoup et je crois vous aussi. Vous menez également, vous appliquez tous vos domaines d'études et d'expérimentation sur un grand projet qui se situe 42 rue de Cambronne, qui s'appelle Pong et qui est un projet de transformation de bureaux en co-living avec espace d'e-sport, de café et espace associatif. Correct? Vous avez quelque chose à rajouter? Oui, il y a un petit peu de coworking aussi. Non, mais juste pour répondre à ta question, on est ravis de répondre à cette invitation. C'est assez agréable de pouvoir aussi parler dans cette période de confinement avec des confrères, des gens qui s'intéressent au sujet qu'on traite, etc. Donc, merci beaucoup aussi à toi de nous avoir invités. Le plaisir est pour moi. Peut-être un petit mot d'actualité d'abord pour parler de votre actualité à vous et du co-living, parce que j'invite tous nos auditeurs à se rendre sur le site du Pavillon de l'Arsenal. On va mettre le lien dans la description, puisque vous avez mené une étude il y a 1 an à peu près, un peu plus peut-être, sur du coup cette nouvelle manière d'habiter et qui a donné lieu à une publication qui s'appelle Homey et qui est disponible en libre accès et que j'invite le plus grand nombre à se procurer et à plonger dedans. J'en parle d'autant plus que vous vous apprêtez vous réfléchissez, vous menez une réflexion à peu près similaire sur la question du travail, n'est-ce pas? Vous avez fait le travail sur le co-living en allant observer des vrais co-living qui existaient en France, en étudiant leurs plans, et vous réfléchissez à mener un peu le même genre de démarche sur le coworking. Oui, en fait, on a deux sujets en ce moment de recherche à l'agence qui sont un peu dans le prolongement de cette première étude. Un sujet actuellement sur effectivement les espaces de travail et notamment sur les sujets actuels du télétravail. Et en parallèle, on a une seconde étude qui s'appelle Coup de vieux, qui, elle, analyse les logements participatifs, en fait l'habitat participatif pour jeunes retraités. Qui fabriquent leur propre habitat pour la période de la retraite. Voilà, mais pour revenir sur Homey, peut-être, Steph, tu voulais... Oui, on est ravis que le pavillon de l'Arsenal l'ait mis à disposition parce que c'était pas le cas et en fait ils ont mis un grand nombre
publication en accès libre, ce qui est plutôt bien dans cette période de confinement. Cette première étude du coup qu'on a menée, en fait, je crois que on a commencé il y a presque 4 ans, je crois, maintenant. Cette étude, elle a été publiée il y a un peu plus d'1 an, effectivement. Ça nous a permis de mettre en place une méthodologie aussi d'observation et de sortir un peu de notre rôle d'architecte, dessinateur, et de se positionner vraiment en tant qu'observateur avant de dessiner, pour bien comprendre en fait les enjeux, les besoins qui étaient exprimés et pour lesquels il y avait déjà des réponses qui étaient apportées d'un point de vue spatial, d'un point de vue social, d'un point de vue digital, enfin tout un tas de solutions. Et puis cette étude qu'on est en train de construire aussi sur le télétravail, les espaces de travail, notamment l'adaptation de l'habitat à ces espaces de travail. On est assez contente, je pense, avec Christelle, parce que c'est aussi une initiative qui a été énormément portée et qui est portée par notre équipe, parce qu'ils ont complètement envie de se saisir de ce sujet. Donc on est aussi hyper fiers, je pense, de cette équipe qui se saisit et qui est complètement animée par ces sujets-là. Et c'est assez satisfaisant, en fait, après quelques années d'exercice, je pense, au sein de la boîte, de s'être battue pour cette question de la recherche, que l'équipe maintenant soit complètement moteur dans cette démarche. Donc, Et par curiosité, c'est un sujet que vous aviez dans les tuyaux avant le confinement ou Oui. c'est l'occasion que fait le larron? Non, en fait, c'est un sujet qu'on défend déjà depuis très longtemps et notamment, donc on a plusieurs opérations aussi de logements collectifs familiaux un peu plus classiques à l'agence et que ce soit avec les bailleurs sociaux ou avec les promoteurs privés, on défend l'espace de travail au sein des appartements depuis très longtemps car finalement le télétravail se développe depuis plusieurs années maintenant. On avait un peu de mal à convaincre nos maîtrises d'ouvrage. En fait, on travaille surtout sur un espace qui... À l'agence, on a aussi des architectes d'intérieur et designers. On est très, très attachés à la question du mobilier. Et du coup, c'est aussi à travers cette échelle-là que nous abordions ce sujet. Mais ça faisait pas vraiment l'unanimité. Et là, on voit depuis ces quelques semaines que nos maîtres d'ouvrage sont de plus en plus ouverts à cette question. Donc, c'est super pour nous parce que ce fameux meuble qui peut se transformer, cette alcôve qu'on développait, et selon les projets, c'était pas forcément dessiné de la même manière. Donc, c'était une exploration et aujourd'hui, on se rend compte que peut-être ça peut avoir une utilité réelle. Voilà. Donc, c'est génial. Donc concrètement, c'est une alcôve qui se transforme, qui passe de quoi à quoi? L'idée, c'est qu'aujourd'hui, si on parle vraiment, alors là, on est sorti du co-living, on est plutôt sur, si on parle de l'habitat plus classique, familial, Ouais. il n'est pas forcément évident et c'est vrai que les logements sont de plus en plus petits et puis ce sujet de l'accès au logement pour tous avec le prix au mètre carré, ça reste une contrainte dans le dessin des appartements finalement. Et donc, l'idée qu'on avait trouvée, c'était plutôt de créer une zone, un espace plutôt alcôve qui pourrait accueillir, et on réinvente finalement le secrétaire et le meuble qui se ferme et s'ouvre. On voulait finalement... notre idée, c'est aussi d'offrir un espace qui peut se fermer dans les moments personnels. C'est-à-dire que le problème et le sujet de travailler à la maison, c'est que finalement, le job prend l'espace et s'étale un peu partout. On a des dossiers sur la table de la cuisine, on en a un peu partout, ou même parfois c'est dans la chambre, mais alors quand on va se coucher le soir, on voit sa pile de son ordinateur, son écran de veille, etc. C'est très Et donc, anxiogène. on s'intéresse aussi à cette idée de pouvoir ouvrir et fermer, et puis que ça soit pas forcément coûteux, parce que toutes les familles aujourd'hui n'ont pas forcément les moyens de payer une pièce de, je sais pas, 6 mètres carrés ou 8 mètres carrés pour avoir un réel bureau. Non, c'est très clair. Je voudrais bien que vous nous disiez un petit mot de coup de vieux aussi, parce que on l'avait pas spécifiquement ciblé là dans la conversation qu'on s'apprête à avoir, mais ça fait quand même partie d'une part des tendances lourdes qui étaient de toute manière là, du papy boom tout simplement, et qui prend aujourd'hui une nouvelle teinte avec la question des EHPAD, la question de vieillir chez soi, de la solitude. Vous nous en dites, vous avez quelques petites conclusions à nous livrer?
Alors, on est en plein dans l'exploration en ce moment et dans les. Donc, c'est exactement comme pour Romy. On travaille sur c'est une exploration, donc on est vraiment dans l'observation. Donc, on est parti à la recherche de 16 lieux et qui existent en France. Cette fois-ci, on est resté sur le sujet, sur le territoire français. Et ce qui est assez intéressant, c'est que déjà ces projets sont longs à être montés parce que c'est compliqué finalement de se réunir. Parfois, il y a 16 foyers qui décident de vivre ensemble pour les 20 prochaines années. On sent que dans tous les projets, en tout cas les premières pré-conclusions qu'on peut avoir, il y a une volonté aussi écologique qui est très très forte de la part des habitants, c'est-à-dire que il y a ce sujet du social, donc habiter ensemble, partager, s'entraider, mais ils ont aussi la plupart un réel engagement sur la question environnementale et notamment dans la réalisation des projets d'architecture. Donc c'est intéressant parce que finalement on se rend compte que ces deux sujets qu'on porte à l'agence, l'usage et la transition écologique. Et voilà, on espère pouvoir publier cette étude dans les mois à venir. Bon, là, c'est un petit peu avec le confinement, on peut moins se déplacer, donc ça ralentit un peu les choses, mais c'est une des solutions effectivement pour le bien vieillir et surtout aussi. Il y a ces sujets de la solitude et de rompre en fait la solitude dans la vieillesse. C'est un sujet qui nous intéresse beaucoup aussi. Stéphanie, tu voulais dire un mot? J'en parle moins parce qu'on a quand même une petite répartition de projets à l'agence, mais en fait, coup de vieux, c'est aussi la continuité des questionnements qu'on mène sur l'habitat de manière générale et sur son évolution. Et je pense que c'est un sujet qui a émergé quasiment pendant l'étude de Omi, le premier, parce que à la fois on s'est rendu compte que il y avait des vieux qui vivaient dans ces espaces et qui avaient envie de partager en fait leur espace de vie, leurs aménités, leurs expériences, etc., qu'on n'avait pas du tout forcément identifié, mais en même temps on sentait que il y avait un vrai sujet en fait sur le vieillissement, parce que finalement ça va quand même être une grande part de plus en plus grande part de la population en fait en France en tout cas. Et voilà, donc ça a émergé, puis ça a émergé aussi parce que mine de rien, on se pose aussi la question, même si notre cas n'est pas une généralité, mais de se dire en fait, on n'a pas forcément envie de vieillir dans ces EHPAD mouroirs seuls. C'est assez indécent en fait comme habitat. Voilà. C'est clair. Bon, peut-être que moi je serais curieux de savoir un peu comment va l'agence, tout simplement, dans cette période. Donc on enregistre, nous sommes le 29, correct, 29 avril, une petite dizaine de jours avant une réouverture très partielle, si on a bien compris les annonces. Est-ce que vous êtes à l'arrêt? Est-ce que vous avez des chantiers qui continuent? Comment vous fonctionnez? Comment vous êtes organisé? Eh ben, ça a été un peu la panique les premiers jours, comme tout le monde, de fermer l'agence, de mettre tout le monde en télétravail. Finalement, ça s'est fait très très vite et assez bien. Donc toute notre équipe est chez soi ou en colocation dans des maisons de campagne. Tout le monde va plutôt bien. L'activité, elle a été effectivement fortement ralentie du fait de cette crise. Parfois plus d'ailleurs pour des raisons électorales dont on parlait tout à l'heure. Donc on a des projets qui sont en stand-by, on a je sais pas 80% de projets qui sont un peu en stand-by, mais on en a quand même qui se poursuivent. On a 2 projets de réhabilitation dont Pong qui poursuivent à distance, en visio à peu près tous les jours. Donc ça c'est plutôt bien. Le chantier, je pense que je laisserai Christelle en dire un mot. Voilà, après c'est une période qui est difficile pour tout le monde. On a mis en place pas mal de choses, un petit peu de chômage partiel pour nos équipes. Voilà, on fait tout pour garder la boîte à flot et on est assez optimiste de ce point de vue-là. Et puis je pense qu'on a aussi la chance avec Christelle d'être hyper solidaires l'une avec l'autre et très alignées, ce qui fait que c'est quand même une force dans ces moments-là, parce que je pense qu'il y a effectivement des
tensions dans les couples professionnels qui doivent pas simples à gérer et on a de la chance que chez nous tout se passe bien. Donc, voilà, ça va plutôt bien. Sans doute. Christelle, tu voulais nous dire un petit mot sur le chantier, c'est celui de Sylvain, c'est ça? Oui, donc on a une école en chantier, donc c'est un projet que nous réalisons en association avec une agence qui s'appelle Daudrey Vignier et Associés. Et cette école doit vraiment être livrée pour la rentrée de septembre, puisque les enfants n'ont pas de classe, il manque des classes à Drancy. Donc le chantier a été arrêté pendant 1 mois et là il est réouvert depuis 1 semaine avec toute une organisation pour justement les gestes barrières. Les entreprises ont été vraiment super réactives, ils ont remis à jour tous les plans d'installation de chantier. Vraiment, je crois qu'on peut saluer avec Steph, on est très très solidaires de ces entreprises qui sont des petites PME qui se sont mobilisées pour justement pouvoir faire travailler tous les compagnons en sécurité et ça c'est vraiment génial et je pense qu'il faut vraiment penser à tous ces compagnons, on le dit souvent, qui eux ont recommencé à travailler bien avant ce fameux déconfinement. Donc nous on les salue beaucoup. Qui est l'entreprise Bois, par curiosité? L'entreprise Bois s'appelle Bois Debout. D'accord. Et ils sont super. Alors eux, ils ont quasiment terminé leur mission parce que là, on est vraiment hors d'eau, hors d'air. On est sur la fin du chantier. Hein. On devait donc comme il faut absolument qu'on livre pour la rentrée. Et a priori, on va réussir à rattraper le retard grâce à tous les sous-traitants et l'entreprise générale Zub qui est super aussi. Donc c'est plutôt une très bonne nouvelle dans cette période. Bravo, on a hâte de voir ça si vous nous invitez. Bien écoutez, je vous propose qu'on rentre un peu dans le sujet. Vous avez compris, nous, ce qui nous intéresse, c'est de parler avec des faiseurs et des penseurs, en l'occurrence vous, donc des faiseuses hein, principalement, avec tout votre nourri de l'étude et de l'expérimentation qui est un pôle important dans votre agence. Pour en savoir un peu plus sur la manière dont vous êtes impacté conceptuellement, intellectuellement, ce que ça remet en question, cette crise que nous traversons. Est-ce que vous pensez que, selon la formule déjà très usitée, nous connaîtrons un avant et un après Covid-19 ? Tu veux répondre, Steph ? Ouais, je peux dire 2-3 mots. Je pense qu'on a un peu d'espoir qu'il y ait un avant et un après parce qu'on se dit que c'est une période propice à la remise en question, au questionnement, au développement de pensée, etc. Je pense que c'est pas mal le cas chez pas mal de monde. Reste un peu, en tout cas, je parle, c'est pour moi, mais Christelle s'exprimera, mais reste un peu une inconnue qui est la relance, la potentielle relance économique qu'on espère évidemment, de savoir est-ce qu'elle va à la fois engranger et réembarquer plein de logiques qui sont pas forcément les meilleures, en tout cas qui n'accompagnent pas forcément l'évolution et la transition que nous on estime nécessaire. Je pense qu'il y a un gros risque de ce point de vue-là, malgré le fait que je pense que c'est quand même une grosse opportunité de remise en question et de repenser des modèles, que ce soit les modèles en tout cas du secteur immobilier de manière générale, mais de manière beaucoup plus générale, pas mal de logiques de consommation, d'économie, de finances, etc. Ouais, en fait, on est plutôt optimiste. On espère qu'il y aura un après qui sera un peu différent. Et surtout, on observe aussi durant cette période notre entourage, pas forcément des personnes de notre milieu du bâtiment et de l'architecture. Et on sent que de nombreuses personnes se questionnent effectivement sur le sujet du local, de la production plus locale, de quel rôle ils ont en tant que consommateurs aussi. Et on espère que ça va faire changer un petit peu les mentalités sur ces sujets-là. Et puis ensuite, par rapport à la relance, bah oui, je rejoins Steph, on espère que la relance sera engagée.
Je pense que, enfin, disons que pour nous, vraiment purement en tant qu'architecte, je pense qu'avec Christelle, on a toujours travaillé sur ces questions de transition d'usage et écologique. C'est pas forcément facile de toujours se faire entendre, comprendre. Et je me dis, on ose croire que cette crise, malgré tous les drames que ça provoque, aura au moins le mérite de pouvoir faire entendre de manière un peu plus large ces discours, ces ambitions qui ne sont pas liées que à l'archi, mais en tout cas pour nous, de pouvoir avoir, disons, plus de poids dans les solutions qu'on essaie de mettre en place. Il y a un sujet aussi, juste pour conclure, qu'on trouve aussi formidable, et on n'est pas les seuls, c'est le regard qu'on porte ces dernières semaines sur des professions qu'on regardait plus beaucoup. On parlait des compagnons du chantier tout à l'heure, mais il y a toutes les autres professions qui n'ont pas arrêté de travailler pendant le confinement, et ça, c'est quand même génial, pas seulement en tant qu'architecte, en tant qu'être citoyen, quoi. On se dit que ça j'espère qu'on va pas l'oublier, quoi. Et avant de rentrer plus spécifiquement dans les questions archi, si on reste à un niveau plus macro, plus XXL, on a évoqué ensemble la possibilité d'exode rural à l'envers, donc d'exode urbain, faudrait-il dire. C'est-à-dire on connaissait déjà ce petit filet d'urbains qui font sécession en quelque sorte d'un mode de vie, d'un territoire, etc., pour essayer d'aller inventer des nouvelles choses ailleurs, et en particulier dans des territoires très peu denses, en ruralité, en petite ville, voire en ville moyenne. Est-ce qu'il faut s'attendre à ce que ce petit filet, ce goutte à goutte, grossisse avec plein de gens qui sont aujourd'hui confrontés à un mal-vivre urbain ou à un très bien vivre rural, selon où ils ont choisi de passer leur confinement? C'est compliqué d'avoir une projection future et de dire. Bien sûr, c'est de l'intuition. Hein. Mais l'intuition, moi, je pense que ça va être quand même très compliqué d'expliquer aux gens qui n'ont pas pris les transports en commun. Alors, je parle des gens qui sont privilégiés dans cette crise. Et puis après, je parlerai de ceux qui le sont moins. Mais ça va être compliqué d'expliquer aux gens, enfin en tout cas d'imposer aux gens de retrouver une vie ultra dense, ultra rapide, etc. En tout cas pour parler des grandes villes et des métropoles. Je pense que les gens vont quand même se poser la question. Si tant est que l'égalité numérique soit à disposition, parce que les territoires sont clairement pas à égalité de ce point de vue-là, et du coup pas du tout égalitaires pour les gens qui télétravaillent à distance ou qui essayent. Et ensuite, je pense que c'est aussi l'opportunité de rééquilibrer peut-être le territoire, de se poser la question de la densité. Et notamment de la surdensité, parce que je pense à tous ceux qui vivent en famille dans des appartements hyper exigus, sans espace extérieur, sans lumière, vus sur un pignon, où ça devient aussi assez indécent, moi je trouve, comme condition de vie. Et du coup, de se poser la question du rééquilibrage territorial, et pourquoi est-ce qu'on vivrait les uns sur les autres alors qu'on peut bosser d'à peu près partout pour certains métiers, pas pour tous évidemment, mais je pense que les gens vont quand même se poser la question, et je pense que c'est indispensable aussi que les collectivités et le gouvernement se posent la question de la répartition territoriale aussi de la population, et que c'est peut-être possible de faire un peu différemment et peut-être plus local et moins satellisé autour des grandes métropoles. Tu te retrouves là-dedans, toi, Christelle? Oui, complètement. Alors, c'est vrai que c'est un sujet parce qu'on peut pas imaginer qu'en 5 ans, par exemple, un exode urbain. Aujourd'hui, il y a, je sais pas, 11 millions d'habitants en région parisienne, Île-de-France. Mais déjà, on se posait la question par rapport à la relation au travail, parce que souvent, finalement, les gens habitent là où ils trouvent du travail. Et aujourd'hui, c'est vrai que on voit mal un manager ou un patron de petite boîte dire ah non, on peut pas mettre en place le télétravail, c'est hyper compliqué. Donc c'est vrai que ça peut donner de nouvelles opportunités. Ensuite, il y a aussi effectivement un sujet du prix
du foncier et pour de nombreuses familles, foyers personnes, ça peut être intéressant aussi de se délocaliser finalement. Euh, les mobilités, c'est vrai qu'on en parle aussi parce que dans la densité, il y a la question aussi de la densité et dans les transports en commun et sur la voirie. Et du coup, ça peut être intéressant. Mais nous, on se dit pas forcément que ça va être révolutionnaire et que du jour au lendemain, tout le monde va se réétaler sur le territoire. Mais effectivement, il y a un mouvement et le fait d'avoir vécu quasiment 2 mois, peut-être pour certains dans d'autres conditions, ça peut révéler de nouvelles envies. Encore une fois, là, on parle des personnes qui auraient les moyens de le faire aussi. Et finalement, c'est aussi pour ça que ce qui est intéressant, et Steph l'a soulevé, c'est ce sujet aussi de l'espace extérieur dans le logement, c'est qu'on va pas pouvoir, tout le monde ne va pas pouvoir forcément améliorer ses conditions en déménageant dans un autre lieu. Et du coup, la question va se poser aussi d'améliorer à l'échelle du logement, peu importe où on le construit finalement, de lui donner les qualités qui permettent peut-être un jour d'avoir encore un autre confinement, on ne sait pas. En tout cas, qui même au quotidien améliore en fait l'habitat. Non, puis il faudrait pas non plus que ça aboutisse à un surétalement urbain sur les territoires qui sont pas denses, où ce serait catastrophique d'un point de vue environnemental. Mais je pense que ça va quand même faire évoluer les choses. Enfin, j'espère. Un peu. Ben oui, non, mais parce que ça nous renvoie à une espèce à un débat hyper classique et fondamental en urbain, qui est celui de l'œuf et la poule entre l'emploi et l'habitat. Est-ce que les gens viennent habiter près de leur lieu de travail, ou est-ce que l'emploi se développe là où les gens vivent? On sait que c'est plutôt la première option, après des décennies de recherche sur la question. N'empêche qu'effectivement, la question du télétravail, si l'emploi n'est plus territorialisé en quelque sorte, ça rebat un peu les cartes, de la localisation et des choix de chacun en fait, sur où aller vivre. Mais en tout cas pour les services, parce que ça marche pas du tout pour l'industrie. Et en plus, en parallèle, on est en même temps. Et c'est pour ça que tout est enfin tout est lié. On dit aussi ah oui, mais alors essayons de relocaliser l'industrie. Donc en parallèle, il faut aussi prendre en compte ce sujet. On peut pas forcément télétravailler dans tous les métiers. Donc Non, mais moi je pense que ce qui est assez, ce qu'il faudrait étudier. Après, on n'est pas urbaniste, mais il y a quand même des territoires qui sont aujourd'hui plus ou moins outillés pour pouvoir grossir un peu, pas trop, mais un petit peu. Et tous ces territoires aussi qui ont été complètement délaissés, qu'il faudra réoutiller, mais qui ont déjà des structures. Je pense notamment aux accès aux voiries, etc., qui ont déjà des supports en fait de développement qui sont déjà présents, pas forcément en bon état, mais qui serait peut-être intéressant aussi de retourner, de s'y réintéresser en fait à ces territoires-là. Même strictement du point de vue du logement, et ça, je pense qu'il va y avoir beaucoup de travail pour les architectes dans la reconquête de l'immense stock de logements vacants. Je pense qu'on se rend pas compte, mais il y a des territoires où il y a 20% des logements qui sont vides et où effectivement on peut grossir sans s'étaler parce que ces territoires ne sont plus ce qu'ils étaient, ce qu'ils avaient été, soit dans les 30 Glorieuses, soit encore avant, le cas échéant. Et de manière générale, c'est vrai que toutes ces tendances, la relocalisation de l'activité, d'une activité industrielle, la redistribution de ce qu'on appelle les parcours résidentiels, c'est-à-dire la manière dont chacun choisit là où il va habiter, à quel moment de sa vie, ça nous renvoie là aussi à des fondamentaux moi, ça m'évoque quand même beaucoup des architectes et des urbanistes, soit du 19e siècle, soit des 30 Glorieuses, qui précisément se posaient la question dans l'organisation spatiale de comment on fait cohabiter cette industrie qui est complètement naissante à l'époque. Bref, il y a des vrais enjeux spatiaux derrière auxquels vous allez être confrontés en tant que professionnel, je pense. Ouais. Mais c'est passionnant. C'est hyper stimulant. Enfin, ce qu'on disait avec Christelle, c'est que cette crise, elle est à la fois dramatique et stimulante, quoi. C'est un mix des deux. Mais ce qui est plutôt bien. Mais du coup,
quelle vocation on peut encore imaginer aux métropoles pour l'après? Si le déclic se situe bien là, c'est-à-dire dans un coup d'arrêt à leur attractivité qui emportait tout, qui faisait que les métropoles étaient des espèces de grands trous noirs qu'aspiraient tous les capitaux, les touristes, les habitants, les entreprises, etc. Si ça s'arrête, qu'est-ce qui reste dans les entreprises? Vous avez parlé en particulier des ménages les moins favorisés, ou même pas les moins favorisés, en fait, peut-être la grande majorité des ménages qui ne peuvent pas forcément se payer le luxe de se dire je plaque tout pour aller ouvrir un éco-gîte dans les nouvelles ruralités. Alors c'est complexe parce que moi je crois pas du tout au fait que la métropole va complètement se transformer justement parce que elle va rester attractive, mais en revanche de toute façon la ville évolue et évolue chaque décennie, on voit des transformations. Aujourd'hui il y a vraiment ce sujet de l'habitat et aussi de toutes ces surfaces de bureaux et de toutes ces surfaces qui risquent de devenir disponibles aussi, puisque on l'a pas encore évoqué, mais effectivement, de nombreux groupes déjà depuis quelques années se posaient la question de réduire les surfaces d'espaces de travail et du coup, ça peut aussi faire des surfaces à transformer. C'est pour ça que nous, on s'intéresse aussi à cette idée de transformer les bureaux en logements. Après, il y a la question de l'espace, de l'espace végétal aussi en ville enfin, nous, on habite tous les trois à Paris, donc on sait, on est dans une ville très minérale, mais on pourrait aussi de plus en plus envisager d'avoir de l'air dans ces espaces urbains. Et, euh, et puis là, on voit aussi qu'il va y avoir une transformation de l'espace public. On entend ces fameuses Corona voies-cycles, mobilité douce. Donc ça va, s'il y a une réelle, et nous on l'espère, une transformation aussi dans les mobilités, ça veut dire une transformation aussi dans l'espace public et le bâti, puisque on n'en parle jamais tant, mais finalement tous ces espaces pour garer les voitures, comment on les transforme, ces espaces pour garer les vélos. Et donc, en fait, elles vont évoluer. Mais moi, je crois pas que du jour au lendemain, en fait, on va réduire la densité complètement. C'est juste que les espaces existants vont être transformés, sûrement pour de nouveaux usages. Et comment on peut améliorer aussi, et tu soulevais ce sujet des logements vacants, mais il y a aussi la question des logements existants, notamment parce que finalement, il y a le sujet des logements sociaux qui sont portés par des bailleurs et il y a du renouvellement, on améliore thermiquement, etc. Parfois, on améliore au niveau des usages, on offre des espaces en plus. Mais il y a aussi tous les logements privés et les copropriétés et comment, en fait, on peut aussi, qui nécessitent un entretien, et comment, en tant qu'architecte, on peut aussi accompagner avec des idées pas forcément trop coûteuses cette amélioration. Donc, c'est vaste hein, comme sujet. Et puis la métropole, je pense qu'il y a une question d'attractivité que sont d'ailleurs je pense tous les centres, que ce soit le centre, la place du village, le centre-ville ou le centre de la métropole. Il y a un côté attractif parce que l'émulsion, parce que beaucoup d'activités, parce que beaucoup de friction et que je pense que c'est aussi un formidable laboratoire un peu sociologique d'observation. Tout est un peu décuplé, etc. Et c'est aussi très attractif pour les gens en fait de faire partie, pas forcément sur du très long terme ou pour certains oui, de conserver ça, mais je pense que la ville aussi, en tout cas la métropole, c'est aussi son rôle de pouvoir se transformer, et je pense qu'il y en a qui l'ont déjà fait, peut-être il y a très longtemps, mais je fais une petite référence à Haussmann, mais la ville a toujours su, grâce aux urbanistes, aux ingénieurs, aux architectes, etc., proposer des solutions à des situations plus ou moins extrêmes de crise, etc. Donc, je pense pas non plus, comme dit Christelle, que du jour au lendemain, on va se retrouver avec une Paris fantôme vide. J'y crois pas du tout. Elle va probablement se renouveler, ouais. Bien sûr, mais sans aller jusqu'au Paris fantôme, il y a quand même un mouvement que les villes ont plus de mal à faire, c'est décroître. Et on voit il y a tout ce phénomène à l'international qu'on observe beaucoup, qui est celui des shrinking cities, donc les villes en décroissance. Et c'est extrêmement compliqué
d'être en contraction pour une ville. En fait, tant qu'on grandit, bon, ben, on trouve déjà il y a de l'argent pour tout parce qu'il y a des nouveaux habitants, il y a des rentrées fiscales, etc. Quand on décroît, alors là, quand la ville se vide, il faut muter aussi. Et je pense qu'il y aura il y aura quelques frontières intellectuelles à dépasser pour se préparer à ça, même si c'est un phénomène lent. Parce qu'effectivement, Exode, C'est lent, mais fort. et tu sais, c'est déjà assez réel. Je fais un petit aparté sur Pong, le projet du 15e arrondissement de réhabilitation, donc qui est un immeuble de bureaux. Il y avait tout un enjeu, et la mairie du 15e l'avait aussi exprimé, de dire, en fait, le 15e arrondissement est un arrondissement qui malheureusement se vide, beaucoup des familles notamment. Donc il y a des écoles qui ferment, ce qui est quand même c'est quand même très mauvais signe pour une collectivité d'avoir ces écoles qui ferment. Et il y avait un vrai enjeu dans ce projet-là de dire mais comment on fait pour réattirer des jeunes en fait dans ce quartier, parce qu'effectivement il y a des équipements qui coûtent, qui sont effectivement payés par des habitants, mais s'il n'y a plus d'habitants, tout s'effondre en fait au fur et à mesure. Et effectivement, ça veut dire qu'il faut se renouveler et penser différemment et fabriquer différemment. Et penser de la qualité aussi dans ce contexte. Mais c'est vrai que c'est très étonnant, et tu as raison que c'est déjà un état de fait, parce que ça a pas mal occupé une partie des débats des municipales, même si les municipales, ça semble déjà loin. Et moi, je trouve d'ailleurs surprenant que la question de la densité ait été aussi forte et aussi crispante quelque part, sachant qu'en fait, si on regarde les chiffres, il y a moins d'habitants dans Paris intramuros aujourd'hui que dans les années 60, ou même qu'avant-guerre, si je ne me trompe pas, et qu'en plus, on est moins motorisé, a priori. Bref, il y a aussi quelque chose d'insupportable aujourd'hui qui semblerait dans la promiscuité, la densité, qui est pourtant une valeur qui semblait faire consensus chez les concepteurs et dans les politiques publiques. La densité, ça reste quand même un très bon moyen de faire la transition écologique, parce qu'on ne s'étale pas déjà, primo. Bien sûr. Mais après, la densité, je suis désolée, je rebondis parce que c'est un sujet qui me passionne, mais la densité, elle est aussi, alors, en tout cas, l'appréhension de la densité, elle est aussi très relative à chaque personne, est beaucoup liée à l'espace, et on parle, Paris est quand même très très dense d'un point de vue bâti et espace libre, sans parler de personnes qui y habitent, mais en tout cas de plein et de vide, c'est quand même très très dense. Et pour faire un petit comparatif, Christelle et moi, on a passé du temps à Londres, on y a vécu. C'est une ville qui est quand même très dense, mais pas du tout la même densité. En tout cas, de perception, c'est pas du tout la même chose, parce qu'il y a des quartiers qui sont beaucoup plus denses que Paris, par exemple, et des quartiers beaucoup moins denses. Et la sensation, en fait, d'espace, en tout cas, cette notion un peu de bulle individuelle qui est nécessaire à tout individu pour se sentir bien, en fait, est beaucoup plus respectée, en fait, dans une ville comme Londres. Je parle pas de Berlin parce que Berlin c'est complètement étalé, mais la question de la densité, elle est peut-être aussi de rééquilibrer, en fait, de pas avoir une densité qui soit constante et sur le même partout sur le même territoire, quoi. Peut-être qu'on peut re-rentrer, puisqu'on parlait de qualité, dans la question du co-living qu'on a déjà effleuré un petit peu. Mais pour que déjà tu nous dises, tu nous expliques tout simplement ce que c'est, parce que c'est un terme encore relativement nouveau, que tout le monde n'a peut-être pas encore dans les oreilles, et que tu nous donnes peut-être les conclusions du travail que vous avez mené, de ce fameux ROMI qu'on trouve en libre accès aujourd'hui. Le co-living, effectivement, c'était déjà, et c'est encore plus un mot qui est devenu assez valise, comme l'a été le coworking avant lui. L'idée du co-living, c'était effectivement de pouvoir se réunir, habiter ensemble et partager et des espaces et des services pour à la base, pouvoir aussi réduire des coûts, puisque ça s'est développé dans des villes ultra tendues, et notamment sur la côte est aux États-Unis. Donc c'était la première ambition des gens qui ont créé, en fait, ce modèle-là. Quand on a fait l'analyse donc des 30 cas de co-living, on s'est rendu compte que d'une, ça s'adressait absolument pas qu'aux jeunes actifs, ce qui était notre hypothèse de base. Donc on s'est rendu compte que c'était la majorité des gens, mais qu'il y avait aussi parfois des enfants et parfois des vieux qui habitaient là, mais que la moyenne d'âge c'était plutôt aux alentours de 35 ans, donc c'est pas non plus des étudiants.
Ce qui est souvent, il y a souvent un amalgame qui est fait en fait co-living étudiant, ce qui est pas le cas, en tout cas dans la manière dont on l'a étudié nous. Alors, quelle est la différence, pardon, je me permets de Ouais, t'interrompre, mais vas-y. quelle est la différence? Parce qu'effectivement, on dit souvent, c'est une résidence étudiante plus et orientée jeunes actifs, quoi. En gros, si on veut faire un raccourci, c'est ça. Ou, autre version, c'est de la colocation, mais qui a été pensée pour, quoi. Donc, on va pas dans un appartement avec des chambres en enfilade, mal pensé, ancien, qui a pas été, mais ça a été pensé comme ça. Donc, on a, enfin, dis-moi. Comment tu fais la Bah, en fait, la différence, c'est, enfin pour moi, pour nous, elle est essentiellement sur le fait qu'à la base, c'est des logements qui ont une portée un peu communautaire dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que l'idée, c'était que les gens qui partagent des intérêts communs, etc., ou un mode de vie commun, je parle les nomades digitaux par exemple, ou les gens qui sont en train de créer leur boîte, ou ça pourrait être même des familles monoparentales, enfin, en tout cas, qui partagent un intérêt, qu'il soit professionnel, personnel, peu importe, de se réunir pour un temps plus ou moins long et de vivre dans un même espace en ayant déjà en tête, en ayant cette volonté de partager. Donc c'est pas subi comme peuvent l'être, désolée de le dire, hein, mais certaines résidences étudiantes, c'est pas, enfin, des fois c'est souvent parce qu'on n'a pas le choix d'aller là. Voilà. Ensuite, la grosse différence qu'il y avait à l'époque, parce que ça a bien évolué partout aussi maintenant dans tous les domaines de l'habitat, c'était aussi la facilité d'accès au logement, notamment quand on est jeune actif. On sait que dans les villes tendues, c'est quand même une tannée de pouvoir accéder à un logement, d'être éligible à un logement quand on est en CDD, en période d'essai, en freelance, en création d'entreprise, ou voire même sans travail. C'est un parcours du combattant. Et du coup, la facilité d'accès de ces modèles-là était aussi une nouveauté. Facilité d'accès aussi digitale, ce qui était aussi nouveau à l'époque. Maintenant, ça l'est un peu moins, mais à l'époque, ça l'était. Et puis, il y avait toute cette idée aussi de partage de services mis à disposition, que ce soit des espaces, support d'usage, on va dire, et des services aussi qui peuvent aller, je pense que tout le monde imagine, mais qui peuvent aller, je sais pas, du ménage à la livraison de courses, à la mise en commun, effectivement, de courses, de denrées alimentaires, d'achat de gros, enfin voilà. Donc on s'est rendu compte que c'était plus finalement un modèle de partage qu'un modèle spatial, même si évidemment il y a des impacts sur la conception, puisque il y a un véritable enjeu, ce qui est aussi la différence avec une colocation classique, enfin ce qu'on entend de la colocation classique un peu aménagée d'un appart où il y a 3 chambres et puis un salon, et puis bon voilà, on vit soit avec ses amis, soit avec des gens qu'on a rencontrés parce qu'on a été sur je sais pas quelle page Facebook pour trouver une coloc, etc. Mais il y a une vraie importance dans la gradation du partagé à l'intime, qui est hyper importante et qui correspond aussi à l'attente des jeunes actifs, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas forcément envie que le coloc puisse débarquer à n'importe quel moment dans sa chambre, etc. Donc il y a vraiment un noyau intime qui est vraiment préservé, hyper important. On partage la plupart des espaces, en tout cas en France, parce que c'est aussi très culturel de ce qu'on est capable de partager ou pas, mais en tout cas en France, la salle de bain, c'est très très compliqué. Donc d'avoir sa propre salle de bain, surtout quand on est en colocation, ou on vient co-living avec des gens qu'on ne connaît pas, on n'a pas forcément envie de partager son intimité. Mais pour autant, de manière assez graduelle, on va partager son salon et sa cuisine avec une dizaine de personnes, et puis ensuite peut-être un espace, quelques espaces plus exceptionnels qu'on pourrait de toute façon pas avoir dans sa chambre de bonne. À Paris par exemple. Donc c'est toute l'importance de la gradation presque du public finalement à l'intime. Ce qui nous a beaucoup influencé aussi sur la manière de concevoir des logements classiques, même si on avait déjà ces intuitions-là de travailler sur cette gradation de transition. Comment est-ce qu'on passe quasiment de la rue à son lit, quoi. Ouais, parce que même sans aller jusqu'au co-living, on peut avoir des espaces partagés, et ça se fait de plus en plus dans ce qui sort de neuf, et en particulier quand les architectes sont talentueux. On peut avoir des espaces partagés, mutualisés, et donc retrouver cette gradation. Bien sûr.
Oui. Bien sûr, je dis juste un mot et je laisse Christelle parler. On s'est aussi rendu compte dans cette étude, parce que ça nous a quand même permis d'analyser un paquet d'espaces communs, de comment est-ce qu'ils étaient positionnés dans l'immeuble ou dans l'espace, etc. On a aussi interrogé pas mal d'habitants et d'opérateurs de ces lieux-là. Ça nous a aussi permis, dans les opérations de logement, et je vais passer la parole à Christelle, de comprendre quels étaient les positionnements les plus pertinents et stratégiques d'espaces communs pour que ce soit véritablement des espaces communs pratiqués. Oui, alors c'est un sujet qui nous passionne aussi, les communs et les espaces partagés. En fait, souvent, quand on parle des communs dans les immeubles de logement, on a une vision un peu bisounours, mais finalement, il y a plusieurs sujets. C'est qu'il faut les entretenir, ça peut créer des nuisances. Le partager, c'est pas forcément la volonté de tous les habitants d'un immeuble. Donc, il y a déjà ces sujets-là. Et puis ensuite, on s'est beaucoup questionné sur comment les placer et où, parce que finalement, au gré des expériences et des retours, on s'est rendu compte que quand l'espace commun, il n'y en a qu'un et qu'il est sur le toit, ça devient un lieu de destination. C'est-à-dire qu'en fait, il faut se rendre sur le toit. Donc, c'est pas forcément sur le parcours justement entre la rue et l'espace intime du logement. Et du coup, ça crée beaucoup moins de rencontres. Finalement, c'est un rendez-vous. Alors que quand l'espace commun est situé sur le parcours, alors notamment quand on a la chance d'avoir la possibilité de dessiner des cours ou des jardins, c'est super, mais aussi dans les étages, ça peut être aussi sur le parcours au niveau des paliers. Et ça, on arrive de plus en plus finalement à, à faire adhérer les maîtrises d'ouvrage à ce sujet, en fait, parce que ils se rendent compte que finalement, juste donner du commun pour du commun, c'est pas suffisant. Et puis ensuite, dans un second temps, il y a deux autres sujets, c'est comment on les aménage. C'est-à-dire qu'en fait, on a envie finalement de créer des espaces capables dans lesquels les futurs habitants pourront, au gré de leurs envies et de leurs désirs, aménager en fonction de l'usage souhaité, et à la fois créer des espaces complètement vides à la réception d'un bâtiment neuf, par exemple, c'est pas forcément la solution, parce que le vide, c'est pas forcément évident à s'approprier. Donc en réalité, c'est bien aussi on essaye de faire adhérer aussi les maîtres d'ouvrage en disant il faut quand même donner un peu de mobilier, un élan en fait. Et le troisième sujet qui, quand on peut, est formidable, c'est quand en plus de ça, on a des associations ou vraiment des personnes qui vont générer de l'activité pour la première ou la deuxième année de vie dans un immeuble et créer des occasions de rencontre aussi. Mais enfin, ça, on y arrive parfois, mais c'est pas dans tous les cas. Mais du coup, c'est super aussi parce que c'est pas les communs pour les communs. Ah ouais, j'ai dessiné un espace commun, c'est bon, quoi, c'est fait. Et j'allais vous poser une question bête et méchante, hein, mais à travers OMI, vous avez certainement rencontré des gens heureux, oui, non, et des gens malheureux, oui, non, et pourquoi? Qu'est-ce qui rend les gens heureux et les gens malheureux dans le co-living? Parce que je pense qu'on connaît encore assez peu de monde, mine de rien, qui a fait l'expérience de cette nouvelle manière d'habiter. En fait, on a rencontré pas mal. Alors c'est assez révélateur, mais les personnes qu'on a réussi, en tout cas les habitants qu'on a réussi à toucher, sont en général les habitants dans des co-living qui sont d'un point de vue même presque philosophique très ouverts et du coup très intéressant d'un point de vue sociologique, d'espace, etc., hyper inventif, qui étaient du coup plutôt très heureux parce que ils avaient aussi l'impression de prendre part à quelque chose de nouveau, de faire évoluer aussi des modes d'habiter, d'avoir enfin un mode de vie qui leur convenait, etc. Donc voilà, et on a rencontré assez peu de gens pas contents parce que les portes ne se sont pas ouvertes. Simplement. Je pense, je leur casse du sucre sur le dos, ils vont m'en vouloir, mais c'est pas très grave. Je pense notamment à cette opération de Londres, qui est un des plus gros co-living encore. Je pense que ça doit être encore le plus gros d'Europe. C'est plus de 500 unités, enfin, c'est un mastodonte, quoi. Dont les chambres font, parce que c'est pas la même législation, font moins de 9 mètres carrés.
et on arrive à sa chambre par des couloirs qui font 20 mètres. Enfin, c'est d'un point de vue, pour moi, du coup, ça ressemble vraiment plus à un hôtel dans lequel on passe de nuit, et on s'en fiche d'avoir un couloir à traverser avec toutes les portes qui s'enchaînent de chaque côté, même si c'est quand même pas très qualitatif, même pour un hôtel. Mais on n'a jamais réussi en fait à rentrer en contact parce on nous a complètement fermé les portes. Euh, Parce qu'évidemment, on avait des questions un peu dérangeantes à poser. Euh, mais enfin, voilà, après, je pense qu'il y a des gens. Ce qui est très compliqué avec le co-living, mais qui n'est pas cantonné au co-living, qui est cantonné au logement dans les villes où l'immobilier et le foncier est tendu, c'est qu'en fait, il y aura toujours des solutions. On prend le co-living, mais qui permettront à certaines personnes d'avoir un mode de vie qui leur convient. Sur du plus ou moins long terme, mais il y aura aussi toujours des gens qui subiront ces nouveaux modes d'habiter parce que pas le choix, parce que il faut vivre ici, parce que le boulot, on en parlait tout à l'heure, est ici, que de toute façon l'offre est tellement minime par rapport à la demande qu'il faut sauter à peu près sur tout ce qui passe. Et ça a déjà été le cas, je pense aux chambres de bonne, elles existent, enfin la réhabilitation de ces chambres de bonne, ça existe depuis des années, et franchement, 9 mètres carrés, de vivre dans 9 mètres carrés pendant plus d'une semaine, ça se fait, hein, tout le monde, moi je l'ai fait, étudiante, etc. Mais c'est quand même, vu le loyer, c'est quand même, c'est subir son logement pour moi. Mais... Donc voilà. Après, le modèle du co-living, il sera de toute façon, il a déjà réinterprété, réapproprié par des logiques financières que malheureusement on ne maîtrise pas. Et c'est comme ça. C'est-à-dire, dis-nous-en, ça m'intéresse, sur la logique financière. Disons qu'on en a beaucoup parlé avec Christelle. On a fait cette étude, on était, je pense, les premières à vraiment parler de ce sujet-là en France, au moment où on a commencé à sortir le sujet. On y croyait beaucoup, on trouvait ça génial. Enfin, en tout cas, c'était hyper excitant de travailler sur ce sujet-là. On a aussi rapidement identifié le potentiel de densification foncière et de rentabilité de projet que ça pouvait représenter à grande échelle pour des investisseurs qui n'auraient probablement, qui pour certains n'ont absolument pas de scrupules, ou voire que ça n'intéresse absolument pas de connaître la densité d'habitants en mètre carré, de savoir si les gens vivent décemment dans leur logement, parce que finalement ce qui intéresse parfois et seulement c'est le taux de rentabilité de l'opération, quoi. Donc on a identifié ça très vite parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des modèles dans ceux qu'on avait analysés qui étaient des petits modèles, c'est-à-dire 10 habitants, donc petite échelle, mais qui surdensifiaient déjà des maisons, mais on va dire la cellule habitée intime, en tout cas le seul endroit d'intimité qui était réduit à un lit, une place et 30 cm sur le bord pour pouvoir mettre ses pieds, quoi. Ah oui, d'accord. Donc voilà, je crois qu'on commence à dépasser ce sentiment un peu de culpabilité d'avoir pas mal bossé sur un sujet qui peut être vraiment réapproprié. Et ce qui est assez normal, le coworking, ça a été la même chose. Je veux dire, voilà. Donc le co-living, on y croit, mais pas sous toutes ses formes. Ouais. Mais du coup, tu fais une transition parfaite pour évoquer la question du travail, puisqu'on en est à parler d'évolution dans les usages. Et là, je pense qu'avec le coronavirus, on est vraiment en plein dedans. Ce qui est coworking et surtout télétravail chez soi, comment on s'y prépare et comment on prépare des espaces qui peuvent s'y prêter quand on est concepteur, quand on est architecte? On en parlait tout à l'heure. Donc, tu parles de l'habitation ou aussi justement de la transformation des espaces de travail qui vont peut-être être moins vastes? Commençons peut-être par le logement, travailler dans son propre logement et
pour évoquer des solutions concrètes, spatiales, architecturales, on a évoqué tout à l'heure l'alcôve, vous en avez peut-être d'autres, mais le cas échéant aussi, moi j'aimerais qu'on dise un mot sur la manière dont ça se finance tout ça, parce que ça peut être des frais. Et je sais que vous avez ce sujet en tête. Ouais. Bah, vas-y, Steph, je te laisse répondre. C'est un sujet qui est. En fait, effectivement, on peut pas transformer sans que les entreprises suivent, quoi. C'est ça. Hein. Bah, de toute façon, le sujet, pour nous, il est simple. C'est enfin, il faut plus d'espace. Je veux dire, à un moment donné, on peut effectivement super bien penser les aménagements, etc. Mais la plupart du temps, de toute façon, dans l'habitat et dans le logement, quand on livre un bâtiment, il n'y a pas le mobilier. Donc finalement, de penser potentiellement un mobilier qui pourrait s'adapter, etc., ça reste complètement... ça reste une belle idée sur le papier, mais en fait, il y a quand même peu de promoteurs qui financent le mobilier intérieur des opérations. Enfin, en tout cas, on n'en connaît pas. Donc le sujet, il est effectivement d'offrir de la place en plus. Après, les gens se l'approprient comme ils veulent, mais en tout cas de créer les conditions du possible télétravail dans une situation confortable. Donc la situation confortable, c'est aussi l'objet de la recherche qu'on est en train de faire en ce moment pour comprendre un petit peu comment les gens se sont organisés, ce qui va, ce qui va pas, ce qui fonctionne pas, etc., pour pouvoir avoir des réponses qui soient pertinentes. Mais le sujet du financement, en fait, c'est un peu le nerf de la guerre de toute façon de tous les sujets un peu d'usage et d'adaptation d'usage, puisque de toute façon, de notre point de vue, ça ne marchera pas de dire aux gens, t'as qu'à te payer 10 mètres carrés en plus. Et ce qui serait aussi assez injuste. Puisque là, on est en train de réfléchir et c'est pas du tout mûr encore dans notre tête, donc je pourrais le dire, mais c'est de se dire, finalement, là, on se rend compte, j'ai pas les chiffres et je sais pas s'ils sont parus, mais le nombre de mètres carrés vides là en ce moment de bureaux. J'ai pas trouvé le chiffre, alors je sais pas s'il va sortir ou s'il faut mieux pas qu'il sorte pour certains, j'en sais rien, mais en tout cas, il y a quand même une surface démentielle qui est vide en ce moment. Et donc, si le télétravail vraiment trouve un peu son avènement avec cette crise, l'idée, c'est de pouvoir dire aux entreprises, peut-être que certaines l'ont déjà fait, mais si vous réduisez, j'en sais rien, je te prends une hypothèse, mais de 50% votre espace de bureau, puisque vous aurez la moitié de votre équipe en télétravail, vous trouverez une nouvelle organisation, etc., l'argent que vous mettez pas dans le loyer de vos bureaux, vous pourriez très bien le réinvestir, du coup, soit pour les grands investisseurs et les grandes opérations directement dans des opérations de bureau pour je suis pas sûre que ça marche très bien ça, mais en tout cas de pouvoir indemniser et de trouver un forfait en fait avec les salariés qui accepteraient le télétravail pour qu'ils puissent avoir les moyens d'aménager correctement leur logement, et peut-être à terme, si ça devient une logique, de pouvoir se dire, quand on investit dans un logement, oui, mais de toute façon, avec le télétravail, j'en sais rien, si tout le monde, en tout cas tous les métiers qui peuvent le faire, peuvent faire 50% de télétravail, moi j'achète 5 mètres carrés, 10 mètres carrés de plus, parce que je sais que mon entreprise va me financer à hauteur de temps l'aménagement de cet espace-là, ou cet espace-là tout court, quoi. Bon, c'est un peu utopique, mais on va quand même y réfléchir, on va quand même bien regarder. Non, mais dans l'idée, tu mets le doigt sur quelque chose d'important, qui est que même avant le Covid, en tendance, les investisseurs tertiaires, c'est-à-dire les sociétés qui achètent des immeubles de bureaux, et les employeurs qui viennent se loger dedans, parfois en étant locataires, cherchent à réduire leur nombre de mètres carrés par travailleur, par salarié. Oui. Et en allant chercher des possibilités. Alors il y a tout un arsenal d'aménagement. Exactement. Donc on arrive le matin, on ne sait pas où on prend son bureau, on va là où il y a de la place. Voilà, il y a des grands mouvements comme ça de l'aménagement des lieux de travail, et qui vont tendanciellement vers une économie de moyens quand même pour les entreprises, quoi, tout simplement. Et donc moi, je vois très bien la justice qu'il y aurait à dire, puisque tout ça est renvoyé vers le salarié, qui a une dépense malgré tout qui est là. Oui. Il faut bien que quelqu'un la porte, quoi.
bien Et sûr. les entreprises portent déjà sur les sujets de mobilité. Il y a une partie des cartes de transport. Parfois, certaines entreprises financent aussi une partie des investissements de vélos. Donc, finalement, ça aurait une certaine logique aussi. Et puis bon, après, on n'a pas évoqué un sujet par rapport à travailler à la maison, c'était que tout le monde ne vit pas forcément seul. Et il y a le sujet aussi d'être deux personnes parfois à travailler à la maison. Ouais. Alors on pourrait dire, ah oui, mais finalement les ados, ils y arrivent très bien parce qu'ils ont un bureau dans leur chambre, mais quand on est deux à travailler dans un espace qui n'est pas forcément très grand, ça crée aussi de nouveaux sujets par rapport à l'intimité, des questions aussi de finalement, son voisin de table ne fait pas forcément la même profession, alors que souvent au travail, on travaille avec des collègues qui ont le même job. Et comment en fait on cohabite dans un nouvel espace, voilà. Et puis après, pour aller plus loin et pour revenir sur les communs, on se posait aussi la question par rapport au télétravail. L'espace de travail, il peut être dans le logement, mais on pourrait aussi envisager des espaces de travail dans les immeubles de bureaux. La question de la mixité programmatique à l'échelle du bâtiment, c'est un de nos sujets aussi qu'on affectionne particulièrement. Et moi, je le vois là dans mon HBM, la cour, quand il a fait beau, là, s'est transformée aussi en espace de travail parce que certains descendaient avec leur ordinateur portable, s'installer dehors 2-3 heures. Et finalement, ils passaient leur call, leur visioconférence et parfois, ils bossaient en fait avec la souris. Ils ont installé des tables et tout en gardant les distances, bien sûr. Et parce que ça les sortait aussi un peu de leur logement finalement. Ah oui, parce que travailler et vivre toujours au même endroit, c'est pas je pense pas que ce soit pérenne comme solution. Je pense que ça rend assez fou. Je pense que les gens ont aussi besoin de changer d'environnement d'un point de vue même d'équilibre psychologique, de pouvoir aussi cloisonner parce que c'est pas si simple même quand on quitte le travail et qu'on rentre chez soi, de cloisonner. Ça n'existe pas vraiment, cette cloison vie professionnelle, vie perso. Mais alors quand tout est dans le même espace, c'est encore pire, quoi. Ce que disait Christelle tout à l'heure, de voir son écran de veille ou son pop-up de mail reçu à 23h30, c'est juste catastrophique. Et puis je pense qu'il y a aussi une question même si les mobilités peuvent évoluer, mais il y a aussi une question on a quand même tous besoin de faire un peu d'activité physique et en réalité le trajet travail, maison, appart, enfin en tout cas logement, reste quand même assez important. Enfin, je pense que c'est aussi là qu'on rencontre des gens, c'est aussi là qu'on découvre des choses, c'est aussi à ce moment-là qu'on fait des courses, qu'on consomme. Enfin voilà, je pense que ça reste quand même assez important. Après, peut-être que ça peut se faire dans des espaces qui sont plus proches en tout cas des espaces de travail en commun qui soient dans le quartier. Je pense qu'il y a plein de choses à inventer sur les espaces de travail et de télétravail en fait. Il y en a déjà plein en réalité, des tiers-lieux qui proposent ce genre de service. C'est ce que j'allais dire. Ce qui met beaucoup d'eau à votre moulin, c'est qu'il y a 10 ans, on voyait pas du tout ce qu'aujourd'hui on voit dans toutes les grandes villes et même dans les villes moyennes de plus en plus, c'est-à-dire des enseignes nationales maintenant qui font du tiers-lieu télétravail à l'heure. Donc on les connaît, Anticafé, Bzi, il y en a 5-6 comme ça qui se partagent le marché. Et on voit bien que, hors coronavirus évidemment, déjà c'est un coût aussi du coup pour les télétravailleurs. Donc que ce soit chez soi ou qu'on l'externalise dans un tiers-lieu, de toute manière c'est un coût. Donc ça tend à dire que c'est pas mal de le mutualiser, par exemple à l'échelle d'une résidence si on a 30, 50 ou 100 logements. Et puis aussi tout ce que tu disais à l'instant, quoi, que on a besoin de changer d'air quand on travaille, que s'il y a des petits services sur le côté, c'est tant mieux, et c'est un argument marketing qui a été largement mis en avant par ces boîtes-là, que c'est aussi top de pouvoir travailler avec des gens qui ont rien à voir avec ce qu'on fait, mais être dans un lieu où il y a des graphistes, des informaticiens, des chercheurs, des étudiants qui peuvent chercher un job, etc. Ça peut aussi créer plein de choses du point de vue de l'activité économique. Bref, moi je suis assez convaincu et je pense surtout qu'il faut pas avoir honte de pousser ces sujets-là du financement parce que ils seront aussi critiques et essentiels sur la transition écologique.
on en parle assez peu, mais la réduction du nombre de mètres carrés par travailleur, c'est aussi un impératif environnemental. Et on voit qu'aujourd'hui, une bonne partie des économies d'énergie qu'on fait, là, quand on se félicite en disant que le coronavirus a permis de faire baisser les émissions de CO2, c'est notamment lié au fait que les grands sièges sociaux sont fermés, tout simplement. Complètement. Mais je pense qu'on va creuser cette question parce qu'on connaît un peu les ratios de toute façon de mètres carrés par personne dans les bureaux, mais vraiment de se poser cette question de comment on peut faire et est-ce que ça coûte, est-ce que du coup ça pourrait dégager comme indemnité potentielle, je sais pas, par mois, par an, par salarié, ça peut être assez intéressant. C'est assez facile à faire en fait, de faire ça tout à l'heure. Tu t'es trouvé une mission pour les derniers jours de confinement? Oh, tu sais, bizarrement, on est assez débordés en réalité. C'est vrai. Comme le temps file, je voudrais quand même aborder une autre question avec vous qui va compléter un peu notre tableau, c'est la question des espaces extérieurs. Ah. Il faut les rendre obligatoires et je voudrais aussi que vous nous expliquiez, avec des mots d'architecte même tout simples, déjà tout simplement pourquoi tout le monde n'en a pas. Ah, alors ça, c'est un sujet aussi qu'on défend beaucoup à l'agence, mais alors c'est presque obligatoire de dessiner 100% des logements avec un espace extérieur. Alors déjà, le premier sujet, c'est qu'est-ce qu'un espace extérieur quand on habite dans un habitat collectif. Nous, et c'est pas le cas de toutes les opérations parce que il y a un sujet de coût déjà, parce que évidemment, ça reste des travaux à financer. Il y a un sujet d'achat, parce qu'on en parlait, l'accès au logement, évidemment, plus l'espace extérieur est grand, plus il est valorisé, donc plus il coûte au moment de l'accession au logement. Et donc, en fait, c'est bien beau de dessiner de super logements, mais si les gens ne peuvent pas se les payer, derrière, ça ne marche pas. Bon, déjà, la qualité de l'espace extérieur. Pour nous, dessiner un balcon de 80 cm de profondeur, ça sert à rien. Et c'est juste pour être debout et regarder le paysage. Voilà, donc il y a espace extérieur et espace extérieur. On oblige toute l'équipe à l'agence et on s'oblige, que ce soit sur les espaces intérieurs ou extérieurs, quand on dessine des logements, à dessiner tout le mobilier et à les meubler. Parce que si on ne peut pas dîner dehors ou prendre l'apéro ou faire ses devoirs en rentrant de l'école, c'est que ça ne fonctionne pas. Voilà, donc oui, on pense que ça devrait être obligatoire, bien sûr. Il y a maintenant des AC qui ont quand même des règlements qui obligent l'espace extérieur. Il y a un autre sujet, c'est que souvent, il est proportionnel à la taille du logement. Et particulièrement ces fameux studios T1 qui ont construit, qui sont achetés par des investisseurs qui vont les louer. Les T1, c'est pas grave, on n'a pas mis d'espace extérieur, mais c'est pas grave. Non, parce que c'est vrai que quand on habite dans un studio, non. On les mérite pas. On les mérite pas, exactement. Donc voilà, donc ça, c'est des sujets aussi qu'on porte. Et puis ensuite, il y a un autre sujet, c'est qu'il y a aussi le changement climatique. Aujourd'hui, on sait que pour les 50 prochaines années, en fait, le climat évolue, qu'on va de plus en plus, certaines villes, on dit que Lyon aura le climat de Marseille dans 20 ans, etc. Donc il y a plusieurs autres sujets. Ils offrent de l'usage. Aujourd'hui, on va vivre de plus en plus à l'extérieur dans certains territoires parce que effectivement le climat change. Ils servent d'écrans solaires parce que les prolongements extérieurs permettent aussi au niveau thermique de servir d'écrans solaires. Au niveau de l'acoustique aussi, quand on habite sur un boulevard très passant ou qu'il y a des nuisances sonores, les fameuses dalles qui sortent créent aussi En fait, ils ont vraiment de nombreuses fonctions et pour nous, c'est assez essentiel. Et puis peut-être, Steph, tu voulais rajouter un truc ? Non, mais je pense que, pour répondre à ta question, pourquoi certains en ont, pourquoi d'autres en ont pas, c'est juste une question de coût. Je vais être c'est un peu cash, mais en fait, voilà, il y a des opérations sur lesquelles la rentabilité du projet fait que on peut se payer des balcons et du coup offrir des balcons aux futurs habitants. Qui peuvent se les payer aussi en fait parce qu'évidemment c'est valorisé au prix de vente. Et puis il y a des opérations où clairement on dit non, on n'a pas les moyens, ça coûte trop cher, donc les gens n'auront pas d'espace extérieur. Et on a beau se battre dans tous les sens, dire que c'est indécent, etc. En fait c'est quasiment non négociable. Probablement aussi parce que la question de la qualité du logement n'est pas portée par tout le monde. Et ensuite, il y a des gens qui s'en fichent et d'autres que ça intéresse.
Et pour aller encore plus loin, quand on a les moyens de le faire parce que le budget qui est donné pour la construction et pour le montant de travaux le permet, il y a aussi une responsabilité de la part là de notre profession. C'est où est-ce qu'on met le montant des travaux dans le projet. Alors ça, c'est un sujet qui nous... on est très remonté sur ce sujet-là. Dites-nous, parce qu'effectivement, Parce que bon, c'est il y a cher les... et quelqu'un le paye à un moment. Voilà, Ouais. donc Et il y a du coup, les vous faites trouver opérations dans l'argent. lesquelles il n'y a pas forcément le budget. Donc là, c'est ce dont parlait Steph, c'est que là, c'est compliqué. Parfois, il y a vraiment des opérations de logement où c'est très serré. Mais il y a aussi le sujet de est-ce que le montant de travaux qui vous est donné pour dessiner un bâtiment, vous le mettez effectivement dans de la surface et dans des usages, ou est-ce que, et on le sait, certains bâtiments, on a un coût, par exemple, sur les matériaux de façade qui est très élevé. Et on se dit, ah ouais, mais en fait, avec si on reprend ce montant au mètre carré, ou même l'effort qu'on peut faire sur la question de la structure, nous, on est très attachés à essayer d'être très rentable sur les structures des bâtiments de logement notamment, parce qu'on va gagner en économie et ça va permettre de payer aussi autre chose. Donc ça, c'est plutôt après nous comment on se débrouille dans le dessin pour faire accepter ces surfaces étanchées, ces surfaces extérieures. Trouver le fric, quoi. En un mot comme en mille. Côté façade, du coup, vous faites quoi comme genre de façade d'ailleurs? Parce que souvent la façade, c'est la signature d'une agence, on la reconnaît souvent par là. Alors, on n'en fait pas. Non, je rigole. On laisse les bâtiments ouverts, comme ça tout le monde voit tout. On est, je pense, tout sauf des architectes de façade, même si on les travaille. C'est bien, ce que je perçois moi comme une qualité. Oh, bah, nous, on pense nous aussi. en tout cas, on sait pas faire autrement parce que comme on privilégie les usages et on travaille énormément les plans. Pour un concours, par exemple, je pense que la façade, elle sort une semaine et demie juste pour envoyer aux perspectivistes, quoi, à peu près. Ce qui panique souvent nos maîtres d'ouvrage parce que c'est toujours quelque chose qu'ils veulent voir très 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 vite dans les projets, ce qui est hyper perturbant pour nous parce qu'on n'y arrive pas, parce qu'on a besoin de dessiner les plans, l'usage, de ce que disait Christelle, de rationaliser la structure, etc. pour se dire ok, là on va pouvoir faire une loggia de 6 mètres carrés, c'est super, machin et tout. Donc les façades en fait elles viennent vraiment à la fin pour fermer vraiment ce bâtiment et avoir une vraie fonction d'isolation, etc. Et ensuite, je pense qu'il y a probablement quelque chose qui est quand même constant, même si ça ne se voit pas dans l'écriture et l'expression architecturale, qui est de questionner évidemment énormément le contexte. Alors, je pense à 2 projets. Un, Laumière, qui est un concours Réinventer Paris 2 qu'on a perdu, mais qui était pour autant très intéressant, sur lequel on a questionné la façade industrielle parisienne, parce que le tissu s'y prêtait, parce que l'usage qui était derrière s'y prêtait, et de réinterpréter. Alors, je pense qu'on a une démarche qui est assez dans la réinterprétation, dans l'analyse, en fait, dans l'analyse des proportions, du système constructif, etc., et de se dire, ah, ça, c'est hyper intéressant, c'est intelligent pour telle et telle raison, ça peut être pertinent pour le projet, etc. Donc, pour le MIR, c'était assez flagrant. Et l'autre qui est Porte de Montreuil, je pense qu'il y a eu tout un travail sur un des lots qu'on a gagné, d'analyse constructive des HBM qui sont juste en face du périph', du coup, et de comprendre comment étaient construits ces HBM et comment est-ce que nous, on pouvait proposer finalement une façade qui soit à la fois en dialogue mais radicalement différente dans les matériaux utilisés, puisque l'idée, c'est aussi qu'on travaille beaucoup sur les matériaux bas carbone, décarbonés, etc. Donc, de trouver en fait des ponts entre ce qui a été fait, ce qui fonctionne, etc. et comment est-ce qu'on peut réinterpréter dans le contexte qui est l'année 2019, 2020, etc. Et retrouver une expression qui soit propre au bâtiment, mais basée sur du contexte à la fois architectural, de ressources, de matériaux, etc. Voilà. En fait, le sujet de la signature, ça ne nous intéresse pas vraiment. On s'en fout un peu. On s'en fout. D'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'on n'a pas du tout de problème avec la question de la réhabilitation et à conserver au maximum les façades existantes. Et au contraire, pour nous, c'est un des premiers gestes au niveau pour l'environnement, c'est de conserver.
Voilà, pour nous, elle résulte et du contexte, comme l'a dit Steph, et de l'usage. Et puis aussi, c'est vrai qu'on apprend à dessiner des façades avec des matériaux qui s'accrochent sur du bois, des structures bois. C'est pas pareil que sur du béton, etc. Mais donc c'est passionnant, ça nous passionne, mais pas pour la signature. Non, mais c'est passionnant à entendre et c'est extrêmement important à dire aussi, je pense, parce que je sais que c'est un sujet de choc des idées parfois dans le monde de l'archi, cette question-là. Ouais. Écoutez, mille merci. Je pense qu'il va falloir qu'à un moment on se voit parce qu'il y a encore plein de sujets qu'on s'était notés et qu'on n'a pas forcément le temps d'aborder. Mais avant qu'on se quitte, je voudrais qu'on se livre à notre petit exercice des coups de gueule et des coups de cœur. Vous avez eu le temps d'y réfléchir un petit peu? Oui, un petit peu. Oui. Alors, je voudrais vous demander d'abord le cœur culturel, si vous avez une recommandation à nous faire d'un point de vue lecture, film, article. Moi, j'hésite entre deux trucs. Mais tu peux dire. Bon, moi, j'ai culturel, en fait, c'est plus une artiste que j'adore et qui, je trouve, met du soleil en ce moment dans mon quotidien, qui s'appelle Malika Favre. On la suit pas mal à l'agence, que j'adore. À chaque fois que je la vois sur Instagram, ses posts, je trouve, j'ai l'impression de prendre genre 10 heures de soleil, là. C'est hyper agréable. D'un point de vue graphique, je trouve ça magnifique. Les couleurs sont assez dingues aussi. Voilà, c'est mon petit. Et puis pour le livre, c'est plus engagé. Vas-y. Le livre, je pense que c'est le livre que je vais relire à peu près tous les 2 ans, je pense, que j'ai mis beaucoup de temps à lire, qui s'appelle King Kong Theory. Classique. Voilà. Et attends, je me suis quand même noté une phrase parce que je trouve ça assez pas mal dans le contexte, mais ouais, elle dit: je suis contente de moi comme ça, plus désirante que désirable. Je trouve ça pas mal. En gros. Ouais, c'est pas mal. Et du coup, pour ajouter quelques sujets, pour les films, alors pour le sujet engagé, les films de Colin Serrault, et notamment, je pense à La Belle Verte. Ouais, il t'est arrivé une chose terrible. On a touché à ton rétroviseur. Mais monsieur, calmez-vous, monsieur. Il y a les arbres au-dessus de toi, avec les feuilles qui bougent dans le vent. Tu les as déjà regardés, les arbres. Il y a ta femme qui est belle et qui perd sa jeunesse à cuisiner des champignons à la crème pendant que tu la cocufies. Tu l'as regardée une seule fois, ta femme. Et pour des couleurs, Wes Anderson. Et sinon, pour les bouquins, moi, je viens juste de le commencer, mais je suis en train de lire Repenser la pauvreté d'Esther Duflo. Et voilà. Non, super. La Belle Verte, je l'ai revue au premier jour du confinement. Ça a été mon petit rite initiatique. Est-ce que vous auriez un coup de cœur à nous faire pour des confrères et des consoeurs? Une agence, un urba, un archi, une on en a un, on en a deux. Alors, on en a un chacune. Moi, c'est Atelier Georges. Et vous croire que je paillote, mais on les a heureusement, avec beaucoup de bonheur, rencontrés sur le projet de la Porte de Montreuil. Et je trouve que c'est pas une agence d'archi, en fait, c'est une espèce de plateforme comme ça, multiforme, d'idées qui sont passionnants et passionnés. Et ouais. Alors, on parle avec Mathieu Delorme de l'Atelier Georges, je pense la semaine prochaine ou la suivante. Et on voulait aussi parler d'une autre génération, mais de Philippe Madec, parce que ça fait 30 ans qu'il travaille sur les sujets de la transition écologique, sur le bas carbone, sur les matériaux locaux. Et voilà, donc il y a tout un panel de projets à étudier, à observer. En ce moment, j'essaye de regarder un de temps en temps, d'explorer, et on pense que c'est un bel exemple de parcours sur 30 années. Non, c'est clair, c'est admirable. Alors, pour remettre dans le contexte, pour ceux qui ne connaissent pas, qui ne suivent pas forcément l'actualité du monde des archives, Philippe Madec, il a lancé il y a 1 an ou 2 ans un manifeste qui s'appelle Manifeste pour une frugalité heureuse, si je ne me trompe pas. Et donc, j'ai regardé il y a quelques jours. En fait, c'est assez impressionnant, ça commence à brasser beaucoup, beaucoup de monde. Les architectes en France, je crois qu'il y a
30 000 architectes, quelque chose comme ça, ou 30 000 agences, je ne sais plus. Et savoir qu'il y a plusieurs centaines d'agences, dont beaucoup d'agences connues, prestigieuses, établies, qui ont signé un manifeste assez engagé, effectivement, sur l'emploi des matériaux biosourcés, sur tout ce qui rentre dans le périmètre de la frugalité, c'est assez encourageant. Je suis d'accord avec toi, Christelle. Alors, maintenant, je voudrais vous demander un coup de cœur pour un lieu, qui soit un petit lieu, un petit recoin de chez vous ou de chez quelqu'un d'autre, ou au contraire un très grand lieu, une mégalopole, une montagne, un paysage, ou tout ce qu'il y a entre les deux, une rue, un port, un musée, un château. Quel endroit vous voudriez nous faire découvrir? Moi, c'est un tout petit lieu, mais qui donne sur un très grand lieu. Je pense que c'est pour ça que je l'aime beaucoup. Ça n'a absolument pas de nom parce que c'est chez moi en Bretagne, au bord d'un sentier côtier dans la petite ville de l'Armor-Baden. Je vais pas dire exactement où parce que j'ai pas envie qu'il y ait trop de monde qui vienne. C'est comme le champignon. Mais c'est des anciennes petites baraques, mais je pense que, je sais pas, à tout casser, il y en a 2, elles doivent faire 5 mètres carrés chacune, quoi. Des petites baraques en pierre qui étaient des baraques d'ostréiculteurs pour ranger un peu le matos pendant la période non travaillée et qui donnent sur l'ouverture du golfe du Morbihan sur l'océan. C'est un endroit très apaisant, très inspirant et qui change tout le temps. Le paysage change tout le temps et je pense que c'est pour ça que j'aime beaucoup cet endroit. Tu as des petites photos à nous envoyer sans nous donner la localisation GPS? J'ai pas le droit d'y aller, c'est à plus d'1 kilomètre, mais je dois avoir ça dans mon téléphone. Attends, dans ces archives, évidemment, on t'appelle pas à enfreindre les règles. Hein. Ouais, c'est possible que j'ai ça. Et toi, Christelle? Alors moi, le lieu qui m'inspire, il m'inspirait déjà avant, mais alors encore plus aujourd'hui, c'est mon HBM. Donc bon, déjà avec Steph, on aime beaucoup les HBM. Et moi, j'ai la chance d'habiter dans un bâtiment qui a été construit en 1917, tout en briques, dans le 20e arrondissement. Dans quel coin du 20e, du coup? C'est vers la place Édith Piaf, donc voilà. Et du coup, c'est assez formidable parce que donc il y a cette grande cour pavée qui est un peu le foyer et j'ai la chance d'habiter avec plein de gens. Il y a 80 appartements et la plupart sont vraiment super. Donc on passe des moments merveilleux depuis le début du confinement. On en passait déjà avant. Il y a une solidarité et puis c'est génial parce que du coup là, depuis 1 mois et demi, j'ai l'occasion de mieux comprendre le quotidien de chacune des familles, des foyers, des personnes qui habitent ici. Et donc voilà, donc je m'y sens très bien. C'est comme quoi on peut, avec la densité, être très heureux. Super, magnifique. Bon, Stéphanie Morio, Christelle Gautreau, un immense merci. Vraiment, c'était super intéressant et je le redis, mais il faudra si vous l'acceptez, qu'on continue ces échanges quand on redémarrera notre activité. On vous invitera dans nos studios à Montreuil. Vous y croiserez votre agence Coup de cœur, a priori. Avec plaisir. Ouais, grand plaisir. Et je vous souhaite une excellente fin de confinement. Je vous dis à très bientôt. Oui, À bientôt. merci Hugo. À bientôt. Merci, Merci Hugo. beaucoup.